Alors, bonjour et bienvenue à cette séance sur la neurodivergence. Aujourd'hui, la thématique, c'est la neurodivergence et la difficulté de transition. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lorla Ebi. Je suis coach pour personnes neurodivergentes de tout âge et je me spécialise dans la psychologie de l'accompagnement des enfants et des adolescents. Alors, commençons par le début. Pour les personnes qui ne sauraient pas, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire la neurodivergence. Donc, en psychologie ou en médecine en général, il y a toujours plusieurs points de vue, plusieurs moyens de décrire, de conceptualiser des choses qui, on va dire, diffèrent de la norme. Il y a un courant psychologique qui est le paradigme de la neurodiversité. Et c'est un peu en fait comme dans la biodiversité, où ça fait sens et que c'est une contribution pour le tout qu'il y ait différentes faunes, différentes flores. En psychologie, dans le paradigme de la neurodiversité, en fait, on décrit les divergences de la norme qui sont aujourd'hui dans d'autres courants classifiés comme maladies ou troubles mentaux. On y retrouve par exemple l'autisme, le TDA, le TDAH, mais aussi la bipolarité, les TOC, les troubles anxieux, la dépression, etc., etc. Et dans le paradigme de la neurodiversité, en fait, on essaie de regarder et de comprendre surtout ces divergences à travers un filtre moins pathologique, à travers un filtre plutôt inclusif, comme quoi, eh ben, voilà, c'est des différences, ce n'est pas un tort, ce n'est pas forcément quelque chose qui est malade, ce n'est pas forcément aussi quelque chose qu'il faut chercher à réparer, mais plutôt, dans le paradigme de la neurodivergence, on va aller vers une psychologie qui est là pour empuissancer les gens. Empuissancer, ça veut dire leur donner des outils, leur donner surtout la clarté sur qu'est-ce qui est différent, en quoi est-ce qu'ils sont différents, en quoi ça peut être une force, en quoi ça peut être une ressource, en quoi ce n'est pas un tort, et surtout aussi des outils pour pouvoir mieux naviguer, disons, un environnement qui, dans la majorité des cas, a été conçu pour des personnes qu'on dit neurotypiques, c'est-à-dire des personnes dans le développement psychologique, émotionnel, moteur, physique. Euh, il correspond très grandement en fait à la norme. Donc ça, c'est le paradigme de la neurodivergence. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler plus spécifiquement de la difficulté de transition. Donc ça, on va dire que c'est un phénomène que beaucoup de personnes, que ce soit neurotypiques ou neurodivergents, hum, vivent ou vivent parfois, et qui peut être exacerbé et qui peut être une source de stress beaucoup plus importante pour les personnes neurodivergentes. On trouve cela surtout par exemple dans l'autisme, dans le TDA, dans le TDAH, mais aussi dans la bipolarité, dans les TOC. Donc c'est, on va dire, pas une caractéristique, plutôt un symptôme, on pourrait dire, qui recouvre en fait, on appelle ça un symptôme transdiagnostique, c'est-à-dire on peut le retrouver dans plein de diagnostics. Et il y en a certains dans lesquels il sera plus fort ou plus présent ou aura un plus grand impact que d'autres. Donc, la transition, c'est le fait de passer d'une chose à une autre. Donc ça peut être des choses, entre guillemets, anodines, comme le fait de passer de dessiner, arrêter de dessiner, aller faire pipi ou aller chercher un verre d'eau. Enfin voilà, c'est passer d'une tâche à une autre, ou bien de passer de faire une tâche à arrêter de faire la tâche, ou aussi initier une tâche. Mais ça peut aussi être des plus grandes choses, comme le fait de déménager, le fait de partir en vacances, de changer d'environnement, le fait de, par exemple, on peut rester dans la même classe, mais il peut y avoir quelques changements,
des enfants avec qui on avait l'habitude d'être en classe qui partent pour une autre école, d'autres enfants qui arrivent. Donc voilà, donc il y a tout un spectre de, entre guillemets, petite à grande transition. Et la difficulté de transition qu'on peut vivre à tout âge, eh ben, c'est le fait de, comment dire, c'est comme si cette transition, en fait, elle pouvait pas forcément se faire fluidement. Et c'est un stress réel. Et ce que je vois en fait souvent dans ma pratique, et c'est la raison en fait qui m'a un peu poussée ou qui m'a inspiré ce webinaire, c'est que beaucoup de personnes, premièrement, qui sont neurodivergentes, ne se rendent pas compte qu'elles ont ça. Et aussi, un environnement en fait qui ne prend pas ça en compte et où on va aller, comment dire, on va pas aller valider l'expérience de la personne, ce qui rajoute encore un stress. Après, je vois aussi par exemple beaucoup de parents qui me consultent pour avoir des outils pour par exemple faciliter des transitions avec leur enfant neurodivergent. Et souvent, ça les aide aussi d'avoir ces outils à disposition. Et aussi juste, pour beaucoup de personnes, c'est déjà rien qu'un soulagement d'avoir quelqu'un qui valide leur expérience. Quelqu'un qui dit, je sais que c'est stressant, je sais que actuellement ce changement, même si tu t'en réjouis, voilà, c'est stressant, c'est émotionnellement, je sais que tu es en train de travailler beaucoup de choses là. C'est ok, prends ton temps, si tu as besoin, prends une pause, etc., etc. Donc, aujourd'hui, je vais rester entre guillemets plutôt vague. Mais si la thématique ça vous intéresse, j'ai d'autres webinaires qui vont suivre. Comme c'est aussi une thématique très large, hein, j'ai d'autres webinaires qui vont suivre, des webinaires offerts et des webinaires payants, où je vais aller plus en détail. Par exemple, en août, j'ai choisi pour thématique, comme en août c'est souvent la rentrée, donc je me suis inspirée de la rentrée de l'école. Donc il y aura un webinaire offert sur spécifiquement comment est-ce que je peux faciliter la transition retour à l'école pour mon enfant neurodivers. Voilà. Donc voilà, la transition. Donc il y a plusieurs moyens. Déjà, pour beaucoup de personnes, la première étape, le fait de reconnaître ça, que ce soit pour son enfant, le reconnaître pour son enfant. Et je sais que tu es en train d'être... Voilà, le fait de changer, ça te stresse. Je sais que tu n'aimes pas quand tu dois arrêter de jouer, quand il faut aller faire quelque chose d'autre. Voilà, simplement de reconnaître, ça peut être très thérapeutique parce que le fait que quelqu'un valide, quand on est validé, en fait, ça permet aussi une régulation émotionnelle plus saine. Alors que quand souvent on est invalidé, genre oh mais arrête de pleurer pour rien, c'est vraiment pas si grave, je vois pas pourquoi tu fais des histoires tout le temps. Voilà, ça va plutôt nourrir le fait d'aller nous-mêmes vers le tort de nous-mêmes, chercher qu'est-ce qui cloche chez nous, chercher à réparer quelque chose qu'on croit être dysfonctionnel. Alors qu'en fait, on n'est pas dysfonctionnel, on a juste un fonctionnement interne et externe très différent. Donc, je vais donner quelques exemples pour illustrer un peu à quoi ça peut ressembler un accompagnement de transition pour les enfants, les ados, entre guillemets, et puis après les adultes. Donc dans la difficulté de transition pour les enfants, ce qu'on retrouve souvent, c'est justement le fait qu'ils soient absorbés par une tâche, par un jeu qui leur plaît, que ce soit tout seul, que ce soit avec des amis, que ce soit à la maison, que ce soit pour les enfants plus âgés, par exemple, des jeux en ligne, et puis que ce soit par exemple à la place de jeu, ou si on est au parc aquatique ou au parc d'attractions, et que soudainement, en fait, c'est la fin. Okay, donc, en tant qu'adulte, forcément, souvent, on a une meilleure représentation du temps.
On sait lire l'heure aussi, donc on sait par exemple, voilà, à 15 heures, après il faut qu'on aille faire les courses, ou bien on va souper, ou que sais-je, voilà, qu'il y aura un changement d'activité. Donc, dans tous les cas, ce qui aide souvent, c'est l'anticipation. Ok? Partout où on peut instaurer quelque chose qui va faire que le changement il soit moins brusque, tout ça, ça peut aider à, comment dire, d'une certaine manière, déjà apprécier la transition. Savoir, avoir l'information que genre, ah, il y a quelque chose qui va changer. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'expliquais tout au début, il n'y a rien à réparer, ok? Euh, C'est-à-dire que, en fait, qu'on soit neurotypique ou neurodivers, il n'y aura jamais, par exemple, pas de frustration, ou pas de crise, ou pas de larmes, ou pas dans... Voilà, d'accord? Donc, tout ça, c'est des outils pour faciliter la chose, mais il n'y a aucune garantie que, à partir de maintenant, du coup, il n'y aura plus jamais de pleurs, il n'y aura plus jamais de crise, on va jamais devoir pourparler, trouver des compromis. Ok. Donc, c'est juste, voilà, c'est pour essayer de faciliter ça le plus possible. Donc, avec un enfant, par exemple, et ça aussi, plus ils sont petits, enfin, les enfants et les adolescents en grande partie, ils apprennent la régulation émotionnelle avec la personne qui est avec eux. Donc, dans tous les cas aussi, plus vous-même vous êtes régulé, plus vous êtes calme, tranquille, relax, et plus leur système nerveux aussi, il va pouvoir être calme, tranquille et relax. Donc, ça peut être quelque chose comme, par exemple, avant qu'ils commencent à jouer, mettre, par exemple, jouer avec un timer. Ça peut être quelque chose, par exemple, si vous voyez que votre enfant, il a souvent des difficultés quand vous lui dites que, bon, maintenant, il va falloir s'arrêter, on va aller faire quelque chose. Mettre des timers, par exemple, comme ça, et qu'ils voient, voilà, ok, tu vas jouer, on va mettre 20 minutes, d'accord? Donc ça les entraîne aussi à avoir une appréciation du temps et apprécier le fait que ben, la majorité des tâches, elles ont un début, après il y a la durée quelconque, et il y a une fin qui transite vers une autre tâche, peu importe ce que c'est. Donc, tout ce qui est visuel, c'est des très bonnes contributions pour les personnes neurodiverses. D'accord? Il y a beaucoup de concepts qui sont abstraits, comme le temps, par exemple, que à partir du moment, ce qui va pouvoir les aider leur cerveau aussi, aider leur système nerveux à se réguler, à rester plus calme, c'est c'est de créer quelque chose de visuel. Donc, pour une transition, par exemple, fin d'école, vacances, ou bien plus que 4 dodos jusque chez mamie, ou que sais-je, jusqu'à l'anniversaire, il reste encore 13 dodos. Vous pouvez utiliser des trucs visuels, par exemple des stickers que vous mettez sur la porte, et tous les jours, on peut enlever un sticker. Okay. Donc, tout ça, en fait, ça aide. C'est le fait que c'est pas abrupt parce qu'on a pu se projeter, on a pu l'anticiper. Ensuite, avec les enfants, on peut aussi, ou avec soi-même aussi, le corps, il a toujours encore, comment dire, le corps, il fonctionne souvent par cycle. Okay, donc ça peut être des cycles longs, des cycles plus courts. Je vais pas aller dans le détail des différents cycles. Dans chaque jeu, prenons par exemple quand vous êtes à une tablée, et il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs discussions. Souvent, même dans les discussions les plus, comment dire, voilà, qui marchent bien, voilà, il y a toujours un peu des pauses naturelles qui s'installent. Okay. Ou si vous travaillez, par exemple, vous êtes dans le flow, vous êtes en train de faire une tâche, quelle que soit, ou si vous êtes en train de manger, ou si vous êtes en train de faire du sport, il y a un peu dans n'importe quelle tâche, en fait, il y a le cycle entre, voilà, on commence, après on est un peu dans un high, et puis il y a des pauses naturelles, en fait.
Donc, une autre astuce, c'est aussi, par exemple, ça marche très bien quand vous êtes à la place de jeu. Vous anticipez, par exemple, vous dites à votre enfant, voilà, il reste encore 10 minutes. Ok, dans 10 minutes, on va y aller. Et après, vous pouvez leur dire, par exemple, voilà, il reste encore 4 minutes. Et quand il reste les 4 minutes, souvent, jusqu'à un certain âge, justement, on n'a pas une très bonne appréciation du temps. Encore moins quand on est en train de jouer, faire quelque chose qu'on aime, souvent on a l'impression que le temps il passe beaucoup plus vite. Donc, dans ces quelques minutes restantes, observez un peu votre enfant, regardez si vous pouvez choper une sorte de pause naturelle dans son jeu, justement. Et partout où vous arrivez à choper ces pauses naturelles, ce sera encore une fois plus facile parce que ce sera comme, d'une certaine manière, l'enfant il a terminé sa tâche lui-même. Ok. Pour les adolescents, bon, ça marche un peu pour tous les âges. Hmm. Tout ce qui est visuel, la neurodivergence, voilà, c'est quelque chose qu'on naît avec. Forcément, c'est quelque chose qui change dans le sens où certains symptômes, ils sont peut-être plus exacerbés quand on est plus jeune. Après, on apprend à se réguler soi-même, ça devient plus facile. Des fois aussi, nos focus changent. Enfin voilà. Mais de manière générale, c'est quelque chose en fait qui est toujours là. Et du coup, toutes ces astuces, en fait, ça peut marcher à n'importe quel âge. Donc le truc des visuels, des rappels visuels, ça peut aussi être quelque chose qu'on peut utiliser en tant qu'adulte. Surtout, et je vous invite vraiment à le faire, si votre première réaction là, c'est comme quoi c'est ridicule, que c'est enfantin, que vous vous sentiriez trop bête, que vous aurez l'impression d'être assisté ou quoi que ce soit. Peut-être que vous pouvez le voir d'une certaine manière, de cette manière. hum, Quand on est neurodivergent et qu'on essaye de fonctionner, donc on a essayé en fait toute sa vie de fonctionner comme une personne neurotypique, c'est comme si on se mettait à soi-même, en fait, on augmentait sa propre charge mentale juste pour pouvoir rentrer dans le moule. Ok? Donc, par exemple, si vous savez que votre cerveau, il fonctionne déjà 1/4 à 1000 à l'heure. Donc, à quel point est-ce que vous augmentez vous-même votre charge mentale en voulant justement tout gérer ici. Ok. Le cerveau neurodivergent, une des différences avec un cerveau neurotypique, c'est qu'il y a beaucoup moins d'informations qui sont filtrées. C'est pour ça que la majorité des personnes neurodivergentes, elles ont l'impression que leur tête, en fait, elle s'arrête jamais. Okay, il y a toujours quelque chose. On voit souvent des mimes sur Internet, genre, ah, mon cerveau, c'est genre un ordinateur, il y a 15 pages Internet, il y en a 3, ça fait de la musique, il y en a une, ça fait un truc bizarre, je sais pas d'où ça vient. Voilà, c'est genre non-stop, je sais pas comment l'arrêter. Donc, un de ces trucs, c'est comme si une de ces pages Internet, c'était là où vous avez décidé que vous devez vous souvenir vous-même de telle ou telle chose. Que vous devez avoir une bonne appréciation du temps. Vous n'avez pas besoin de l'horloge, par exemple. Donc, tout ça, donc combien de charge mentale, en fait, est-ce qu'on pourrait aussi s'enlever si on était prêt à se soutenir soi-même? Ok. On a souvent appris que voilà, il fallait être super efficace, dépendant de personne, euh, voilà, avoir le minimum d'aide. Voilà, tout ce qu'on peut faire tout seul, en fait, ça prouve quelque chose. Bon, et si ça prouvait juste que ben on peut réussir à fonctionner avec une immense charge mentale, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Hmm. Et si en fait, aujourd'hui, il y a tellement de choses, aussi avec les applications par exemple, il y a tellement d'applications qui peuvent nous faciliter la vie. Aussi en ce qui concerne les transitions. Donc, il y a plein de rappels visuels qui sont possibles. Ok? Où on va soi-même, en fait, pouvoir mieux anticiper. Et puis, ça va nous aider à rester régulés. Une autre,
juste pour illustrer, encore une fois, la transition, la difficulté de transition, par expérience personnelle. Donc, j'ai des membres de la famille qui ont déménagé. Ils ont eu le bail, enfin, ils ont eu la confirmation qu'ils avaient un nouvel appartement, disons début juillet. Et là, ils déménagent pour début août. Donc pour certaines de ces personnes, c'est leur tout premier déménagement dans leur vie. Pour d'autres, c'est la première fois qu'elles font un si grand déménagement entre les villes, en fait. Pour l'une de ces personnes, ça signifiait aussi de changer d'école. Enfin, c'était genre un mélange de tellement de changements, de beaucoup de transitions. C'est pendant les vacances, on va changer d'école, on va changer de ville, ce ne sera plus les mêmes personnes dans le ménage. Voilà, c'était beaucoup, beaucoup de changements en fait. Et ce qui s'est passé, par exemple, c'est que donc l'une de ces personnes, qui était plus jeune, adolescent, au début, voilà, on a parlé de on va déménager, etc., il y aura une nouvelle école, tout feu, tout flamme. Ok, waouh, ça va être génial, ouais, c'est le changement, c'est super, j'adore cette ville en plus, je me réjouis. À partir du moment où cette personne a su qu'ils avaient l'appartement, enfin, à partir du moment où c'est devenu réel, ok? Donc, des fois, c'est aussi ça, les transitions. C'est genre, tant que c'est dans notre tête, tant qu'on fantasme dessus, tant qu'on se fait des petits films, waouh, ça a l'air génial. Forcément, dans notre tête, tout a l'air génial, tout est beau, tout est parfait, etc. À partir du moment où ça devient réel, waouh, voilà, c'est dans la matière, ouf, gros stress. Ok, là ça devient trop réel. Ouh là là, comment est-ce qu'on arrête tout ça? Du coup, cette personne était plus très sûre de vouloir déménager. Donc ça a créé des tensions. Ah, mais si on avait su, on aurait pris un plus petit appartement. Ah, vraiment, tu sais pas, qu'est-ce que tu veux, etc., etc. Bon, ça a créé des tensions pendant 2, 3 jours. Voilà. Après, je suis arrivée dans le film. J'ai expliqué et ça a commencé en fait juste par la validation. La validation de ses sentiments, pas ses sentiments, de sa manière de vivre cette situation. La validation de son stress. Ok. Donc, juste en passant, voilà, je lui demande, ah, comment ça va? Est-ce que tu te réjouis pour le déménagement? Voilà, il me dit qu'il est plus très sûr, que ça le stresse. Non, il n'a pas dit que ça le stresse, mais il a dit, je suis plus très sûre, peut-être que je vais rester ici, etc. Je voudrais pas changer d'école, c'est beaucoup de changements. Et je lui ai simplement dit, ah, est-ce que tu savais, est-ce que c'est peut-être juste une difficulté de transition? Tu sais, voilà, cette personne est neurodivergente, elle le sait. Tu sais que, ben, par exemple, dans l'autisme, des fois, voilà, quand la transition, quand on va changer quelque chose pour de vrai, pas juste dans notre imagination, ça peut être stressant. Le corps, il est un peu genre, oh mon Dieu, voilà, j'aime bien connaître les choses. Souvent, c'est aussi l'inconnu. Ok. Le système nerveux neurodivergent, pour certaines choses, en fait, il aime bien avoir des points de référence. Certains points de référence sont plus importants que d'autres. Pour certaines personnes, c'est justement, ils ont besoin que ce soit des points de référence, entre guillemets, des grands, comme vivre dans le même bâtiment, être dans le même quartier, vivre dans un endroit où tout le monde parle leur langue, où c'est facile pour eux de communiquer. euh, voilà, la même école, etc., etc. Donc là, ça allait faire beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux points de référence, en fait. Je dis, bon, est-ce que ton système nerveux, il est un peu stressé que, ben, il y aura tellement de changements? Pas de réponse, mais il avait l'air pensif. Ok, d'accord. Voilà. J'ai laissé mijoter. Environ une heure, voilà, entre 1 et 2 heures plus tard, voilà, il me demande est-ce qu'on peut discuter. Il me dit que ça l'a aidé, qu'il a réfléchi et qu'effectivement, euh, voilà, quand il y pensait, ça avait l'air super, maintenant ça devient réel, il sait pas par quoi commencer, il a jamais déménagé, voilà, il se fait un peu du souci. Ok, voilà, à partir de là,
on peut avoir une toute autre discussion. Parce que du coup, c'est plus une personne qui sait pas ce qu'elle veut, une personne qui raconte des histoires, qui nous dit qu'elle vient, mais en fait après elle vient pas, que c'est compliqué, etc., etc. Ça devient simplement une personne dont le système nerveux, là, il est dérégulé, elle sait pas comment le réguler elle-même. Et aussi une personne en fait qui se rendait pas compte de ce qui se passait réellement, qui peut-être a commencé aussi à douter d'elle-même, qui s'est dit oh mais vraiment je suis trop nulle, je leur dis que je viens, après je viens pas, je sais pas me décider, je suis une mauvaise personne, etc. On peut pas compter sur moi, etc., etc. Donc le fait de, pour moi c'est, j'adore à dire dans mes coachings que la, comment dire, pas forcément l'amour de soi, mais la compréhension, voilà, la compréhension et la compassion avec soi-même, ça commence avec la clarté, avoir la clarté sur ce qui est, sur ce comment on fonctionne, pourquoi est-ce qu'on fonctionne, comment on fonctionne, et puis l'exercice. S'exercer à utiliser ces outils pour réguler ses émotions, pour gérer son stress, pour minimiser sa propre charge mentale par rapport au fait de souvent, inconsciemment aussi, vouloir essayer de fonctionner de manière neurotypique. Ok. Et si c'était pas nécessaire, et si on pouvait avoir une vie tout à fait épanouie, en tant que personne neurodivergente, en fonctionnant de manière neurodivergente, en s'aidant, en se soutenant soi-même, comme c'est nécessaire, comme on a envie. Alors, donc, est-ce que... Donc là, on est arrivé un peu au bout de la brève description, enfin un peu large, que je voulais faire justement de ce phénomène de la difficulté de transition. J'espère que c'était clair. Je pourrais parler pendant des heures. En même temps, je voudrais garder ça un peu court et pouvoir faire justement plusieurs vidéos avec des thèmes où on part peut-être un peu large et après on devient plus spécifique. Alors, je vais arrêter l'enregistrement et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues maintenant. D'accord?